Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Plume de Poudlard. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un auteur qui a écrit un incontournable dans le monde d'Harry Potter, en tout cas que tous les fans d'Harry Potter devraient avoir dans sa collection. Bonjour Blandine et bonjour Valentine, comment allez-vous? Bonjour, tout va très bien. Blandine, c'est vous qui êtes l'auteur du livre Le monde antique d'Harry Potter et donc votre fille qui a réalisé les illustrations. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, comment vous est venue l'idée de faire ce livre? Ce livre, il est né un petit peu par hasard, en fait. Il est né grâce à mes étudiants de l'université. J'enseigne à l'université la culture antique, la littérature antique. Parce que vous êtes une professeure de latin, c'est ça? Voilà, j'enseigne le latin à l'université et donc je donne des cours de culture de l'Antiquité sur plein de sujets, en fait, qui ont trait à l'Antiquité. Et il y a quelques années, certains de mes étudiants qui ont grandi avec Harry Potter m'ont dit « Mais madame, les sorts, c'est en latin dans Harry Potter, il y a des personnages qui portent des noms de dieux. Est-ce que vous voudriez nous faire un cours sur les références au monde antique dans Harry Potter ?» Excellent. Et j'ai réfléchi très peu de temps, et je me suis dit, mais en fait, c'est super, ça me donne l'occasion de leur raconter plein de choses sur la littérature antique, toutes les références qui sont dans Harry Potter. J'ai dit, ok, je fais ça, je vous prépare un cours sur le monde antique de Harry Potter, en Donc, du coup, réalité. c'est vos étudiants qui sont à l'initiative de cette idée de préparer Mais un cours. totalement. Et du coup, ça vous a donné l'envie de dire pourquoi pas le partager à tout le monde en fait. Disons que ça m'a surtout donné envie parce que j'avais fait 2 séances, hein, j'allais pas faire toute D'accord. l'année là-dessus. Et il y a 2 ans, pendant l'été, je me suis dit, je vais compléter ce cours qui a bien marché, parce que je sais qu'il y a encore plein d'autres choses à creuser. Donc j'ai pris 2 mois pour relire la saga et puis compléter mon cours. Puis je me suis complètement prise au jeu et à la fin de l'été, j'avais une masse énorme d'informations. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas un cours, il y a vraiment de quoi faire un livre. Et donc j'ai réfléchi au format que j'allais donner à ce livre. Est-ce que j'allais faire un essai sur le monde antique de Harry Potter? Et je voulais vraiment un livre facile à consulter, très ludique, où on puisse piocher ce qu'on a envie de piocher. Je me suis dit, l'ordre alphabétique, l'encyclopédie, c'est vraiment le format idéal. Et c'est vraiment comme ça qu'est né le livre. Vraiment par hasard. Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans ce livre? Mais ce livre, en fait, l'idée, c'était vraiment de lire la saga, et chaque fois qu'il y avait une référence, que ça pouvait se raccrocher à l'Antiquité, aussi bien à travers une formule en latin que le nom d'un personnage, qu'un néologisme créé par J.K. Rowling qui était à partir de racines grecques et latines, des scènes qui étaient inspirées de scènes de l'Iliade, l'Odyssée ou d'autres œuvres. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui avait trait à l'Antiquité, hop, je faisais un petit article dessus. Donc du coup, on a des scènes, des lieux, des objets, voilà, la description des personnages. Exactement. Et est-ce qu'on parle des racines des mots qui sont utilisés ou pas? Oui, chaque fois que J.K. Rowling fait un néologisme, par exemple métamorphomage, animagus, déluminateur, etc., quand elle emploie des racines grecques et latines, je parle du mot. Ah. Puisque finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on a fait tout au long de l'évolution de la langue française, elle crée des mots nouveaux à partir de racines grecques et latines. Donc ça vaut quand même le coup de voir ce que ça veut dire. Les lieux, il y en a plein aussi, l'atrium du ministère de la magie, il y a plein de lieux qui font vraiment référence à des éléments culturels de l'Antiquité. Les noms des personnages, bien sûr, il y a des noms de monstres, des noms de dieux, de déesses, même de personnages historiques de l'histoire romaine. Et ce qui est intéressant, c'est que elle ne se contente pas de prendre un nom comme ça au hasard, elle choisit un nom d'un personnage antique en rapport avec le destin du personnage qu'elle a créé ou avec son caractère, ses fonctions au sein de la saga. Donc c'est pas simplement je m'amuse à prendre des petits noms au hasard, c'est je rentre vraiment en résonance avec le personnage antique auquel je fais référence. Tout simplement, je sais pas, par exemple Minerva McGonagall, Minerve, c'est la déesse de la guerre et c'est la déesse de la sagesse. Bon, Minerva McGonagall, c'est quand même une incarnation de la sagesse, et c'est aussi un professeur guerrier. Lors de la bataille de Poudlard, c'est elle qui prend la direction des opérations. Et donc, pour chaque personnage, on se rend compte que de manière vraiment diaboliquement intelligente, elle va plonger dans sa culture antique, mais de façon totalement cohérente. C'est fascinant. Et en fait, c'est ça aussi, moi, qui m'a complètement transportée, c'est-à-dire que, évidemment, en tant qu'enseignante spécialiste de l'Antiquité, en lisant la saga comme ça, j'avais bien vu qu'il y avait plein de références, mais plus je cherchais, plus je voyais la cohérence de cette espèce de chaîne, de réseau qu'elle avait tissé, et je me suis dit, mais vraiment, cette femme est géniale. Vraiment, il y a du génie, je trouve, dans cette construction. Est-ce qu'il est disponible dans d'autres langues que le français?
Non, parce que pour faire traduire un livre, il faut qu'il se vende à un certain nombre d'exemplaires. Donc pour l'instant, les ventes, disons qu'elles sont autour de 10 000, je dirais à peu près. Hein. Ah, vous êtes déjà pas mal, hein, 10 000. Oui. Ah oui, c'est un succès. Oui, on est content. 10 000, top. Non, mais on est content. Si vous voulez, moi, le livre, je l'ai écrit avec l'ambition, qui sera peut-être pas atteinte, mais que ce soit un peu un ouvrage de référence. Ça l'est déjà. Qu'il intègre à terme de plus en plus de bibliothèques et puis surtout qu'il se vende pas forcément beaucoup, mais dans la durée. Moi, mon idée, ça serait vraiment ça. Et donc, après, les traductions, c'est vraiment une question de marché. C'est-à-dire que pour qu'un livre soit traduit, il faut qu'un auteur vende un certain nombre de milliers d'exemplaires. Alors, ça peut être 20 000, 30 000. Donc peut-être qu'il sera traduit un jour, mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint, je pense, le seuil auquel on va pouvoir intéresser des éditeurs. Alors du coup, pour revenir sur ce sujet de la traduction, justement, est-ce qu'il n'a pas été difficile de faire une encyclopédie sur une version française d'Harry Potter, alors que des mots ont été changés par le traducteur français? Alors en fait, oui et non, c'est-à-dire que non parce que, par exemple, les noms des personnages, si le nom de famille est modifié dans la traduction française, les prénoms sont conservés. Et les références à l'Antiquité, elles passent tout le temps par les prénoms. Donc c'est même aisément transposable, je pense que ça doit être conservé dans toutes les langues, hein, le prénom. Donc de fait, il n'y avait pas beaucoup de différences. Parfois, quand il y a des différences, c'est-à-dire un nom qui fait référence à l'Antiquité dans le texte anglais et qui n'est pas dans la traduction, eh ben, j'en parle. C'est-à-dire que moi, j'ai consulté évidemment les deux versions. Hein. J'ai lu aussi le texte en anglais et en français. Et chaque fois qu'il y avait des différences, je le notais. Alors, il y a Hocus Pocus qui apparaît dans le texte anglais. Il y en a un autre, je crois. C'est Pandémonium, le mot Pandémonium qui apparaît lorsque Gilderoy Lockhart libère les lutins de Cornouailles dans ce cours complètement raté. Il y a dans le texte anglais une phrase qui dit This was Pandemonium, c'était un vrai pandémonium, c'est-à-dire une vraie assemblée de démons. Et en français, c'était un véritable charivari, je crois. Donc voilà. Donc, c'est très très rare en fait qu'il y ait des discordances, mais quand il y en a, je les signale et puis j'explique parce que pandémonium, hein, ça veut dire tous les démons, donc l'assemblée des démons, donc c'est quand même intéressant qu'elle utilise ce mot-là. Et du coup, cela veut dire que pour une adaptation anglaise, en fait, ça va se faire tout seul, il n'y aura pas forcément de complexité. Eh ben, le dieu de Harry Potter vous entende. Non, c'est absolument pas compliqué du tout de traduire dans n'importe quelle langue. Est-ce qu'il a été difficile de trouver un éditeur pour publier un livre qui parle d'Harry Potter ? En fait, pas tellement. Bon, il s'est passé un truc un peu... Moi, je suis romancière, donc mon éditeur qui a publié mes 3 premiers livres, c'est les éditions Stock. Donc, en fait, quand il a fallu trouver un éditeur, je suis allée naturellement voir les éditions Stock, tout en sachant que ça ne faisait pas du tout partie de leur ligne éditoriale. Mais je me suis dit, c'est normal que j'aille à la maison mère, en quelque sorte, pour quand même leur demander ce qu'ils en pensaient. Et en fait, assez rapidement, j'ai éveillé leur intérêt. C'est pas un livre qui est très difficile à vendre, hein. Je leur ai un petit peu parlé de ma démarche, je leur ai raconté comment j'avais écrit le livre, etc. Je leur ai même parlé du fait que j'aimerais bien que ce soit illustré et que j'avais pensé à Valentine. Bon, on en parlera peut-être après. Et tout de suite, Manuel Carcassonne, qui est le directeur des éditions Stock, j'ai vu son œil s'allumer, il m'a dit « Ah, ça pourrait être très très intéressant, vous et votre fille, une encyclopédie, etc. » Donc finalement, c'est allé assez rapidement, assez naturellement, voilà. En tout cas, la communauté, elle, vous a déjà, entre guillemets, remercié de cette œuvre, puisque lorsque l'on voit les notes associées, donc les critiques littéraires associées à ce livre-là, elles sont toutes positives. Bah écoutez, moi j'en suis heureuse. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire si j'avais pas fait des lettres classiques et connu tout ça. Donc, et puis ça a été tellement jubilatoire de l'écrire parce que finalement moi-même je découvrais des choses en me disant mais c'est fou, c'est chouette, c'est incroyable le travail qu'elle a fait. Donc je trouve que j'avais vraiment envie de faire partager ça, tout simplement. Je reviens sur un des aspects de votre réponse que vous avez dit lorsqu'on a parlé de l'éditeur. Vous avez dit avoir parlé à votre éditeur de votre fille pour réaliser les illustrations. Est-ce que ça a tout de suite été une évidence pour vous ? Disons que oui, parce que ce livre, je l'ai écrit en 9 mois, donc évidemment j'en parlais à mes enfants, et notamment à Valentine. Il faut dire que mes enfants, on a découvert Harry Potter ensemble. C'est-à-dire que quand ils étaient petits, donc moi j'ai commencé à leur lire tous les soirs en lecture du soir, les 2 aînés, en 2000. Excellent. Mais du coup, voilà, il y a une forme d'intimité qui s'est créée aussi autour de Harry Potter. Hein. C'est une œuvre qui nous a aussi
un peu liées, quoi. Et donc j'ai beaucoup parlé avec Valentine de mon travail. Chaque fois j'avais une trouvaille, j'en parlais avec elle. Donc ce livre je l'ai écrit seule, mais quand même elle m'a soufflé quelques idées d'ailleurs, parce qu'il y a des choses auxquelles elle avait pensé, auxquelles moi j'avais pas pensé. Et donc oui, assez naturellement je me suis dit, ce livre, si c'est une encyclopédie, ça serait vraiment trop chouette qu'il y ait des lettrines pour chaque lettre et que ce soit Valentine qui fasse l'illustration. Donc ça s'est vraiment enchaîné de manière ultra logique pour moi. Valentine, du coup, quelle a été votre réaction lorsque votre mère vous a parlé de ce projet et lorsqu'elle vous a dit j'aimerais bien que tu fasses les illustrations? Alors, le projet, je le connaissais depuis assez longtemps puisque je savais déjà donc, que Blandine avait fait son cours, etc. Et quand elle a commencé à refaire du coup la lecture systématique des Harry Potter et se revoir les films, je me suis moi aussi remise en fait à les relire et à moi aussi repérer au fur et à mesure des petites choses, pas grand chose, mais des petites choses qu'elle aurait pu avoir oubliées. Et donc c'est un projet que j'appréciais déjà beaucoup. Et quand il y a eu la question des illustrations, je n'étais pas en France à ce moment-là, j'étais à Chicago pour quelques mois. Et ma mère m'a envoyé un message en me disant je rencontre les éditeurs dans 2 jours ou dans 3 jours, est-ce que tu pourrais pas me faire une petite illustration pour que je leur montre? Elle avait oublié, et du coup elle avait oublié de me prévenir, et donc en 2 jours, j'ai fait une illustration, j'ai fait la lettrine A, et en fait j'ai dû la refaire après, mais elle n'a quasiment pas bougé, celle qui est dans la version définitive et celle que j'avais fait comme ça en 2 jours à Chicago. Et c'est cette illustration qui a servi à convaincre les éditeurs que je pouvais le faire et que... Excellent. Voilà, c'était super chouette. Et du coup, quelle illustration vous avez fait? Vous avez fait toutes les lettrines de toutes les lettres de l'alphabet pour l'encyclopédie? C'est ça. Alors en vérité, il n'y a pas 26 lettres, il y a 23 lettres, parce qu'il n'y a pas dans l'encyclopédie X, Y et Z, parce que Xenophilus Lovegood est à L et pas à X. Du coup, j'ai fait 23 illustrations, 23 lettrines en noir et blanc, qui sont composées en fait donc de scènes fantastiques, composées à partir des entrées qui vont suivre dans l'encyclopédie. Donc à chaque fois, pour composer mes images, je lisais l'ensemble des entrées correspondant à une lettre, en faisant une liste des éléments qui pourraient être chouettes à illustrer, et ensuite en imaginant une scène un peu fantastique autour de ça, et c'est comme ça qu'on finit avec un cyclope centaure qui combat une chimère, et des choses comme ça, et en essayant de caler le plus d'éléments possible de manière hyper ludique, en me disant que justement le lecteur pourrait au fur et à mesure de sa lecture repérer les éléments qui sont détaillés dans le livre, dans l'illustration. Donc rien n'est laissé au hasard. Au hasard, c'est beaucoup dire, mais oui, en tout cas, il y a une cohérence dans les illustrations, alors que les éléments qui la composent n'étaient rassemblés que par l'ordre alphabétique à la base. Mais du coup, quelle a été votre source d'inspiration pour réaliser toutes ces illustrations? Alors ça a été à la fois un petit peu compliqué et finalement très simple, dans le sens où je n'avais pas le droit pour mes illustrations d'utiliser des éléments qui figurent dans la saga Harry Potter pour une question de droit, et c'est normal de protéger le travail des auteurs. Mais en revanche, vu que la saga est justement à ce point inspirée de mythologie antique, et du coup j'ai pu moi-même puiser dans toute l'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours, qui représente tous ces monstres, toutes ces scènes, etc. Et m'amuser justement à les mélanger à ma sauce et à enrichir ce jeu de pistes en quelque sorte. Par exemple, justement, puisque je parlais du Cyclope Centaure, je l'ai composé en partie en utilisant le buste du Laocoon. J'ai calé des éléments mystérieux du Petit Pèlerin, de la gravure de Flammarion que j'ai transformé en sorcier, etc. Donc ça a été hyper drôle en fait de m'amuser à la fois à créer avec mes propres références et de m'amuser avec l'histoire de l'art. Et j'ai notamment fait poser mon père de nombreuses fois. Le Hercule de la lettrine, de la lettre K, c'est mon père qui, dans le jardin, tenait une bouteille de badois qui s'est transformée en Hercule, en vaillant Hercule armé de sa massue. Excellent. Et pendant ce temps, moi aussi, je suis mon premier modèle, puisque c'est pratique. Je me suis transformée en Gorgone, je me suis transformée aussi en Cacus, c'est ça, en monstre des cavernes, enfin... je me suis vraiment énormément amusée en fait pour ces lettres. J'avais un rythme, il fallait que je les fasse assez rapidement, donc il fallait que je fasse une illustration tous les 5 jours, en parallèle de mes études du coup. Et du coup c'était à la fois très intense et super drôle à faire.
Donc du coup, une lettre tous les 5 jours à raison de 23 lettres. Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur cette œuvre vous a inspiré pour travailler sur d'autres œuvres en relation avec Harry Potter? Pas de manière hyper précise, mais dans son esprit plutôt. C'est-à-dire que moi, je fais des études d'art appliqué, mais j'écris aussi, et j'ai envie d'écrire pour la jeunesse. Et je pense que, voilà, à un moment donné, ma rencontre avec Harry Potter m'a aussi poussé à faire ça. Parce que Harry Potter, c'est une des sagas qui prouve à quel point la littérature jeunesse, c'est pas de la sous-littérature, et que c'est important à tout âge, et ça peut être extrêmement riche. C'est plutôt comme ça que Harry Potter m'accompagne, plutôt qu'un autre projet vraiment précisément sur la saga. Dernière petite question que j'avais envie de te poser, c'est en tant que graphiste et illustratrice, est-ce que tu t'es un peu influencé ou peut-être que tu as des affinités avec les œuvres de Minalima, qui sont les graphistes de la saga Harry Potter et Animaux Fantastiques? J'apprécie beaucoup leur travail du coup, mais c'est vrai que je suis pas trop dans le design ou dans le design graphique, mais j'apprécie énormément ce qu'ils ont fait et la richesse qu'ils ont incorporée dans les films, quoi. On va passer à une section où on va vous poser des questions qui sont pas forcément en lien direct avec votre livre, mais plutôt sur vous, pour vous connaître, pour vous apprendre un petit peu ce qui vous fait vibrer. Déjà, quelle est votre maison à Poudlard? Moi, je suis serre d'aigle. Ouais, moi je pense que je suis serre d'aigle aussi, mais des fois je me dis Poufsouffle, c'est sympa aussi. J'aime bien le côté un peu pacifique, rond et courageux de Poufsouffle. Quel est votre personnage préféré de la saga? Et pourquoi? Alors, moi je crois que c'est hyper difficile de trouver un personnage préféré et que c'est ça la réussite de J.K. Rowling. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont tous les faire-valoir les uns des autres. C'est vraiment, bon, c'est un peu bêta-sou de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté, l'union fait la force et qu'il faut la maladresse, le côté gaffeur de Ron et le côté cérébral d'Hermione pour que ça marche, quoi. Moi, je pense que c'est Luna Lovegood. Ah bah oui. Parce que elle a son côté délirant évidemment, mais elle a aussi, en particulier dans les livres, son côté extrêmement sûr d'elle et capable de s'offusquer si on remet en cause ce en quoi elle croit. Et je trouve que ce mélange de certitude et en même temps de côté déjanté me plaît beaucoup. Et puis j'aime beaucoup l'actrice qui est vraiment super chouette et qui était pile là où il fallait, je crois. Où est-ce qu'on peut retrouver ce fameux livre, Le Monde Antique de Harry Potter? Eh ben, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et si possible, chez les libraires indépendants qui ont de plus en plus de mal à survivre. Faut savoir qu'Amazon, c'est la solution de facilité, c'est chouette, c'est une grande librairie où il y a plein de titres, mais que derrière, il y a des conditions de travail pas forcément faciles. Et puis, il y a une firme qui paye pas beaucoup d'impôts en France. Démarche engagée, vous l'aurez compris. Écoutez, tant qu'on y est, voilà. Donc, vaut mieux aller le commander chez son libraire, où en général, en 48 heures, on arrive à avoir le livre s'il n'est pas en librairie, et où au moins ça fait vivre des gens qui aiment vraiment les livres. Eh bien, vous savez, d'habitude, j'ai plutôt tendance à vous dire, voilà, vous pouvez le retrouver sur les grandes marques comme Patati Patata, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, puisque la démarche veut peut-être pas que... demain non plus, d'ailleurs. Veut que, on mette en avant les petits libraires, et je pense que cette démarche est plutôt agréable à entendre. Donc, je ne vous dirai pas où vous pouvez le trouver, à vous de faire vos propres recherches, mais sachez qu'on peut le trouver partout. Oui, bien sûr. Merci Blandine et merci Valentine pour le temps que vous avez consacré et puis pour l'accueil puisque vous nous avez accueillis de chez vous pour nous répondre à nos questions de la plume de Poudlard. Je vous le rappelle, le monde antique d'Harry Potter disponible partout et du coup n'hésitez pas à le prendre, je vous le dis, nous on a adoré à la rédaction prendre connaissance de toutes les références qu'il y avait dans ce livre et des illustrations qui ont été réalisées à l'intérieur. C'est un livre qu'il faut absolument que vous ayez chez vous si vous êtes fan d'Harry Potter et si vous vous posez des questions sur l'étymologie des mots ou les racines de chaque élément que J.K. Rowling a mis dans ses œuvres. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, on vous donne rendez-vous bien évidemment dans les prochains épisodes et en attendant on vous dit à bientôt.